Les histoires du crime. Matteo Ferrux. Aujourd'hui, je vais vous raconter le parcours d'un criminel surnommé le tueur des trains. Je ne vous dévoile pas son identité pour les biens de cette histoire. Il a même été, pendant un temps, l'ennemi numéro 1 en France. Bienvenue dans les histoires du crime. Cette histoire commence dans le nord de la France. Nous sommes le 13 décembre 1999 et Xavier Caillot emmène son épouse, Corinne Caillot, et son fils de 4 ans à la gare de Douai pour qu'ils puissent prendre le train de nuit Calais-Vintimille. La mère de Corinne est malade et elle doit absolument la rejoindre. Il est 21h quand les Caillot arrivent à la gare de Douai. Xavier a un mauvais pressentiment ce soir-là, mais on peut se dire qu'il ressent cela parce qu'il va quitter sa femme. Le Calais-Vintimille rentre en gare. Xavier veut aider sa femme et son fils à s'installer dans le train couchette. Seulement des contrôleurs de la SNCF lui refusent l'accès car ce n'est pas un voyageur. Vous le comprenez donc, les adieux sont plutôt brefs et le train quitte la gare de Douai. Dans le train, Corinne et son fils s'endorment tranquillement dans un compartiment. Il est maintenant presque 2h du matin et Corinne ressent une envie pressante. Alors elle se dirige vers les toilettes du train. C'est la dernière fois que Corinne sera vue en vie. Presque 50 minutes passent et le contrôleur veut lui aussi aller aux toilettes. Et en ouvrant, il découvre Corinne, morte, ensanglantée. Alors il tire le signal d'alarme et le train s'arrête en pleine voie, après Dijon. La police est directement appelée. Le commissaire Panazio est appelé, monte dans le train et assiste à une scène qu'il n'oubliera jamais. Il découvre un corps, allongé, recouvert de sang, comme les murs et la porte. Il y a beaucoup de sang. La victime a été manifestement tuée sauvagement. Mais alors pourquoi un déchaînement de violence sur cette femme ? Au départ, les équipes du commissaire Panazio pensent à un vol qui a mal tourné ou à une agression sexuelle. Mais ça ne peut pas être un vol, car Corinne a toujours son sac sur elle. Alors la police se met à la recherche du tueur, qui est probablement toujours dans le train. Il fouille celui-ci de wagon en wagon. Un indice est retrouvé. Une casquette ensanglantée, probablement abandonnée par le tueur. En interrogeant les voyageurs présents dans le train, certains signalent un jeune homme au comportement plutôt agité et suspect. Alors les policiers demandent aux contrôleurs s'ils ont vu un jeune homme agité. « Ah oui, j'ai vu un jeune homme suspect, je l'ai même verbalisé. Quand je lui ai demandé son billet de train, il l'avait pas, donc je l'ai verbalisé. Il m'a même présenté sa carte d'identité pour éviter d'être débarqué du train. Attendez. Ah voilà, j'ai trouvé. Sid Rezala. Vous pensez qu'il est toujours dans le train ? Oh, ça m'étonnerait fort, hein. Des collègues l'ont vu descendre du train il y a une bonne heure et demie en gare de Dijon. Les policiers partent donc à la recherche de ce fameux Rezala à la gare de Dijon. En vain. Il est introuvable. Il a très bien pu repartir quelque part, prendre un autre train ou fuir. Alors il décide d'écrire un téléx dans toute la France. La première réaction vient de la gendarmerie de Limoges. Après avoir reçu le téléx de Dijon, la gendarmerie de Limoges fait un lien entre la mort de Corinne Caillot et un assassinat perpétré 2 mois plus tôt dans un train. Le 13 octobre 1999, sur le long de la voie ferrée Brive-Limoges-Paris, l'on retrouve le corps d'une femme dénudée, démantibulée
à la tête éclatée. On retrouve sur elle une montre, arrêtée à 4h10 du matin, probablement lors de sa mort. C'est un crime aussi épouvantable que celui du train calais Vintimille. Une étudiante anglaise de 20 ans, Isabelle Peake, est identifiée. Ni une ni deux, le lien est fait entre les deux affaires, qui se ressemblent étrangement de par la violence de l'acte. Parlons de violence d'ailleurs. Dans le cadre de la mort d'Isabelle Peake, une reconstitution a été faite avec des cascadeurs pour savoir comment l'auteur de ce meurtre s'y est pris. Et figurez-vous que pour se retrouver dans une telle situation, Isabelle Peake a été jetée par la fenêtre quand le train roulait à 140 km/h. C'est une horreur! Isabelle Peake s'était installée à Limoges pour suivre des cours en faculté de droit. Le 12 octobre, elle a décidé de rentrer à Birmingham, en Angleterre, pour retrouver son petit ami, qui visiblement, selon les témoignages, lui manquait terriblement. Les dernières heures d'Isabelle Peake ont pu être établies par des témoins oculaires. Selon eux, ils ont vu Isabelle sur le quai le soir, en grande conversation, avec un jeune homme. D'autres témoins oculaires, présents dans le train, ont permis à la police d'établir un portrait robot de l'auteur des faits. D'autres témoins, riverains du lieu de la mort, ont eux entendu la nuit de la mort d'Isabelle Peake un cri affreux dans la nuit noire. Désormais, les policiers de Dijon et les gendarmes de Limoges recherchent le même homme, et il a un nom, Sid Ahmed Rezala. Évidemment, les policiers ont fait des vérifications, et il a un casier judiciaire. C'est quelqu'un de très violent, avec des histoires de viol, de violence, et c'est quelqu'un qui est potentiellement très dangereux. En sortant de prison en juin 1999, Rezala a donné une adresse à Amiens, mais il ne s'y trouve plus. En effet, Rezala a eu, en seulement 6 mois, plus de 40 procès-verbaux de la SNCF. Récemment, l'adresse des parents de Rezala a été fournie lors d'un PV d'amende. La mise sous surveillance du domicile des parents est demandée par la police de Dijon et elle démarre très rapidement. Pour éviter de faire fuir le nom du suspect, Pour éviter de faire fuir le suspect, le procureur général décide de demander à la presse de ne pas diffuser le nom et la photo du suspect dans les journaux. Les journalistes, évidemment, acceptent. Seulement, un journaliste indépendant tombe sur une information anonyme, va la vérifier et la presse est très vite au courant. Elle décide de publier quand même les informations, malgré la demande de la justice. C'est un ratage complet. Sid Ahmed est en cavale. Le commissaire Panasio se rend compte que Rezala avait à l'origine indiqué une adresse à Amiens, avec sa femme et sa fille, après sa libération en juin 1999. Les policiers y vont, mais rien du tout. Rien. Rezala n'est pas retrouvé. Ses amis ne l'ont pas vu depuis le calais Vintimille. Seulement, le même jour, un homme arrive au commissariat d'Amiens.
En voyant la photo de Rezala dans les journaux, il se dit que ce visage, il le connaît. Depuis quelques semaines, sa petite amie, ou ex-petite amie, Émilie, a disparu. Émilie Bazin est une jeune étudiante de 20 ans et a disparu le 29 octobre. Ce jour-là, elle vient voir son petit ami, Thomas, à la Maison Bleue, une maison étudiante. Émilie décide de rompre avec lui. Thomas accuse le coup et se dit au revoir sur le pas de la Maison Bleue. Émilie, elle, doit prendre le bus pour rentrer chez elle avec 2 amis, Nicolas et un certain Sid. Plus tard, un enquêteur reçoit un appel inquiétant du père d'Émilie Bazin. Vendredi soir, Émilie ne rentre pas du week-end, alors qu'elle devait assister à une réunion de famille importante qu'elle ne souhaitait pas rater. À l'époque, personne ne connaît ce fameux Sid, et l'enquête s'arrête rapidement, Émilie étant majeure. Alors, les enquêteurs de la police judiciaire d'Amiens sont emmenés par des amis de Sid, là où il est censé habiter, le même appartement que les policiers de Dijon ont fouillé le matin même. Un des enquêteurs remarque quelque chose d'étrange au sous-sol. La poignée de la cave est brisée. Des policiers forcent la porte. La cave est plongée dans l'obscurité et une horrible odeur ressort de cette pièce. Ils y voient une cave abandonnée depuis des années. Et ils y voient aussi un tas de charbon au fond de la cave, avec des fagots par-dessus. Un enquêteur prend une pelle à charbon pour essayer de voir ce qu'il s'y trouve. Le policier trouve ce qu'il ressemble à un corps. Le médecin légiste, appelé en renfort et en urgence, en est certain. Il s'agit d'un corps d'une femme, morte depuis plusieurs semaines. Il s'aperçoit également qu'une chemise en jean est serrée autour du cou. C'est une mort violente par strangulation, et des coups lui ont été donnés. Plus tard dans la soirée, le corps est identifié. C'est bien celui d'Émilie Bazin. On se rend très vite compte qu'Émilie Bazin a eu une relation sexuelle avant de mourir. Les légistes y trouvent du sperme, et donc, bien sûr, l'ADN du tueur. C'était Rezala. L'appartement de Rezala est donc de nouveau fouillé minutieusement. Et on y trouve des coulures de sang. À ce moment de l'histoire, résumons un peu son parcours. Le 13 octobre 1999, lors d'un trajet Limoges-Paris, il tue Isabelle Pic en la jetant par la fenêtre du train. Le 29 octobre, il tue par strangulation à Amiens Émilie Bazin, une étudiante de 20 ans avec qui il a eu une relation sexuelle et qu'il a dissimulée dans sa cave. Le 14 décembre, il est l'auteur présumé de la mort de Corinne Caillot dans le train de nuit Calais-Vintimille. Bien sûr, la presse se fait un cœur joie de parler de cette affaire et qualifie Rezala de tueur en série. S'ensuit une psychose dans les gares et dans les lignes de la SNCF. Tout le monde le croise et le voit. Alors pour aider à accélérer les procédures menées séparément jusqu'ici, le ministre de l'Intérieur de l'époque crée une cellule de coordination, une décision dénoncée par les juges d'instruction de l'affaire et des enquêteurs. Rezala a été vu pour la dernière fois à Marseille, chez ses parents, dans la nuit du 14 au 15 décembre. Le 15 au matin, alerté par le fait qu'il soit recherché, Rezala se rend à la gare Saint-Charles de Marseille et prend un train en direction de l'Espagne et se trouve actuellement à Barcelone. Il y est arrêté pour avoir volé un sac, mais est relâché le lendemain par la police espagnole, qui ne fait pas le rapprochement avec l'avis de recherche lancé par la police française auprès de 178 polices liées à Interpol. Quand il est relâché, Rezala quitte l'Espagne en prenant un autre train. En France, alors que les enquêteurs pensent toujours que Rezala est en France, les enquêtes continuent pour trouver Sid Ahmed Rezala. La pression est mise sur les proches. Rien ne ressort de cette situation. Le commissaire Panazur retourne en Picardie et il rencontre la meilleure amie de Rezala. Elle lui dit qu'un numéro l'a appelé de l'étranger
sans savoir pourquoi. Mais elle a tout de même relevé le numéro et l'a fourni au commissaire Panazio. Il n'y croit pas, ça ne peut pas être lui. De l'étranger, ce n'est pas possible. Il est en France. Et pourtant, après quelques recherches, le numéro provient du Portugal. Ils font rappeler le numéro par un interprète et un homme répond. Il est très confus, il ne comprend pas et c'est à ce moment que ça commence à coincer pour Rezala. Le dimanche 9 janvier 2000, les policiers surprennent un échange édifiant sur cette ligne. C'est Rezala qui appelle une de ses copines d'Amiens pour faire un bisou à sa fille. L'appel vient de la banlieue de Lisbonne, au Portugal, depuis une cabine téléphonique. Les enquêteurs sont donc certains. Rezala est à l'étranger. Roger Marion, numéro 2 de la police judiciaire à Paris, a choisi d'utiliser, contre l'avis des enquêteurs de terrain, un mandat d'arrêt international. Et donc, un mandat d'arrêt international vers le Portugal est lancé. À Lisbonne, les recherches continuent. Et étrangement, dans une petite cité, on trouve un homme qui ressemble étrangement à Rezala. Alors en quelques secondes, cet homme est interpellé. C'est Rezala. Rezala est interpellé alors qu'il s'apprêtait à se rendre à Madrid pour s'envoler vers les îles Canaries. Christian Gosselin, officier de la police judiciaire de Lille, venu en observation, est sûr. C'est bien lui, c'est Rezala. Alors, quand Christian Gosselin l'interroge sur les crimes qu'il a effectués, Rezala se ferme. « Pourquoi tu les as tuées, ces femmes ? Elles ne t'ont rien fait pourtant, si ? » ?»« Je ne sais pas. J'ai des flashs. » La cavale de Rezala s'arrête donc ici. Ce sont des appels vers la France qui l'ont trahi. Il était depuis le début hébergé chez une connaissance qui ne connaissait pas sa véritable identité et jure ne pas être au courant des activités de Rezala. Il faut maintenant le renvoyer en France pour le juger. Mais Rezala ne le veut pas, et il le signifie à un juge portugais qui refuse son extradition. Alors il retarde son retour en France. Alors le 28 avril, la ministre de la Justice française s'engage auprès des Portugais à ne pas condamner Rezala à la réclusion criminelle à perpétuité. Néanmoins, au lieu de le mettre en examen pour assassinat, Rezala sera mis en examen pour homicide. Les Portugais acceptent. Au mois de septembre, Rezala doit rentrer en France. Un jour, il se taille les veines avec un rasoir en prison. Mais il y a encore un problème. Rezala n'a toujours pas avoué. Et pendant les interrogatoires officiels, Rezala n'avoue rien. Néanmoins, il va recevoir un jour en prison, au Portugal, la visite d'un journaliste du Figaro Magazine qui se fait passer pour son beau-frère pour obtenir un parloir avec Rezala. Il lui avouera les 3 meurtres. Isabelle Pic, Émilie Bazin et Corinne Caillot. C'était sûr. Maintenant, Rezala avait épuisé tous les recours judiciaires pour éviter de retourner en France. Alors il décide, en plein match de l'Euro 2000, de mettre le feu à sa cellule portugaise avant son extradition. Il décède en raison des inhalations de fumée. Il n'y aura donc jamais de procès contre Sid Ahmed Rezala. Pour beaucoup, le suicide de Rezala est considéré comme un soulagement. Les familles de victimes, elles, n'auront jamais de réponse à leurs questions. Néanmoins, même si le suicide de Rezala ferme le dossier, et qu'il n'y a pas eu de procès, il y en a eu un quand même. Il y a eu un procès entre la SNCF et la famille de Corinne Caillot. La SNCF a été condamnée pour manquement à ses obligations de sécurité. Condamnation en première instance, confirmée en appel. Pour la justice, affecter seulement 2 contrôleurs sur un train de nuit n'est pas suffisant. Depuis, la SNCF a renforcé ses mesures de sécurité dans les trains,
et a dû verser plus de 200 000 € à la famille de Corinne Caillot. Écoutez d'autres histoires du crime sur toutes les plateformes et sur graphite.net.